Je suis très honoré par votre présence ici ce soir. Très, très honoré. Et je sais que ce n'est pas une réunion religieuse, mais je dois vous faire une petite confidence directe à vous. Et si je suis là, franchement, ce soir, c'est par la grâce de Dieu, sincèrement. Et je dois d'abord avant tout, rendre gloire à Dieu. Mais pas à moi. Je sais que tout le monde m'encourage, c'est intéressant. Et j'en suis conscient, merci beaucoup. Mais je dois rendre moi-même gloire à Dieu pour ses grâces. Et il y a 3 mois de cela, j'ai un ami qui m'avait dit que, Franz, qu'il n'était pas possible d'organiser une telle soirée parce que si tu arrives à réunir 50 personnes, c'est une grande réussite. D'autant plus que les Haïtiens ne lisent pas. Bon, j'ai souvent entendu cela. Hein. Les Haïtiens soit ne lisent pas ou ne lisent plus. Et j'ai dit à la personne, premièrement, cher ami, écoute, premièrement, je sais qui je vais inviter. N'est-ce pas? Vous êtes là. Applaudissez-vous vous-même, allez-y. Hein? Ah, je sais qui je vais inviter. Et deuxièmement, je ne pense pas que les Haïtiens ne lisent pas ou ne lisent plus. Parce que j'ai dit à quelques personnes tout récemment, c'était vendredi ou samedi, hier, que aujourd'hui, on change de comportement en matière de lecture. C'est vrai que avant, parce que les journaux américains diminuent énormément leur production, voilà, qui ne passe même pas de moitié, moins que de la moitié, parce qu'ils ne produisent pas plus de support papier, mais surtout support électronique. À mon sens, les lettrés haïtiens, comme auparavant, lisent énormément. Je ne pense pas que les Haïtiens ne lisent plus. Ils lisent énormément. Pourquoi vous êtes là ce soir? C'est parce que vous lisez beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. On passe de support papier à support électronique. Aujourd'hui, tout le monde a le devant computer. Tu checker quelque chose. Ça, nous ne pouvons pas faire avant. Nous ne pouvons pas nous lire chaque jour avant. Mais aujourd'hui, tout le monde est obligé d'aller devant computer ouvrir quand même. Nous, on lit quand même. Je ne sais pas quoi Haïtien pas lire encore. Je ne vais pas lire ça, moi. Je suis prêt à défendre ma thèse sur cette question. Bien. Alors, je suis désolé, hein, parce que... J'en sais rien. Hein. Alors, bien entendu, il y a quelques temps de cela, il y a environ 3 ans, 4 ans de cela, je réfléchissais particulièrement sur Haïti, sur le phénomène de ce pays. Je me posais énormément de questions parce que je suis très sensibilisé, comme beaucoup d'entre vous, à la cause haïtienne, parce que ce pays a fait beaucoup pour moi. Et au cours de la lecture de ma biographie, vous avez entendu comment Jerry a parlé par rapport aux écoles que j'ai fréquentées. J'ai fréquenté énormément d'écoles publiques en Haïti. C'est un pays qui a fait énormément de choses pour moi. Je me sentirais vraiment coupable de ne pas prendre position pour ce pays aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous ont la même sensibilité que moi à propos de ce pays. Donc, je ne suis pas le seul, je le sais. Je m'interrogeais depuis quelque temps de cela sur ce pays, avant le tremblement de terre de 2010. J'ai essayé même dans mes travaux de recherche, lorsque j'étais à l'école, à l'université en France, j'ai essayé de rédiger mes mémoires sur Haïti, mais je n'arrivais pas parce que je n'avais pas tellement de données fiables sur ce pays à l'époque. Parce qu'à chaque fois qu'on commence à faire une analyse sur Haïti, demain il se passe quelque chose, et ce quelque chose rend votre analyse totalement fausse. Donc c'est pourquoi je m'étais dit qu'il n'était pas question de rédiger mes travaux de recherche avant sur Haïti.
Mais pendant mon séjour, mon temps aux États-Unis, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir sur ce pays. J'ai eu l'occasion d'entendre pas mal de gens s'exprimer, soit à la radio, dans les médias, les autorités haïtiennes. Je me suis fait un petit peu quelques idées sur ce pays, comment il évolue. Lorsque j'ai pris la décision d'écrire ce livre, en fait, j'avais commencé à réunir des données avant le tremblement de terre de 2010. Mais j'arrivais encore, je n'avais pas une poussée vraiment très équilibrée qui m'aiderait à écrire ce livre rapidement. Et c'est ainsi que je me suis fait une petite idée parce que dans mes recherches, j'ai découvert pas mal de choses, des auteurs qui écrivent en France. Et je me suis dit en tant que, premièrement, dramaturge, et deuxièmement, compte tenu de ma formation académique, qu'il était nécessaire d'écrire quelque chose. Mais je ne voulais pécher ni contre ma formation académique, ni contre non plus mon petit côté dramaturge. Et comment faire alors ? Je voulais écrire un essai, mais écrire un essai, d'un point de vue académique, ça deviendrait un petit peu trop lourd, ne serait pas à la portée de tout le monde. Je me suis dit, il serait bon maintenant d'écrire un roman. Et écrire un roman, c'est pas bon non plus, parce que un roman, c'est la fiction. Et parler d'Haïti, je ne me sens, j'ai pas le courage d'écrire quelque chose de fictionnel sur Haïti en ce moment. Je me suis dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais écrire un roman d'essai. Je vais mélanger les deux genres littéraires, c'est-à-dire l'argumentatif et le narratif. L'argumentatif, je vais essayer, parce que l'essai en soi, par définition, alors, s'il y a une définition, je ne pense pas qu'il y ait de définition conventionnelle de l'essai ni de roman, mais par contre, si je devais expliquer l'essai, surtout, c'est fait par argumentation. Lorsque vous argumentez, vous faites des recherches, et vous faites des citations. Si vous avez des données statistiques, vous les avancez lorsque vous écrivez un essai. Et vous posez des principes philosophiques à tout point de vue, que ce soit sur la vie, la société. Vous posez des questions, vous essayez de les répondre, mais de manière subjective, selon vous-même. Alors qu'un roman, c'est purement fictionnel, avec des personnages. Oui, dans le livre, j'ai des personnages. Finalement, j'avais rencontré un type à Paris. En Paris, c'était en 1995, et c'est un certain Canadien de type caucasien. Ce type, il me parlait, le jour lorsque je l'avais rencontré, on s'était donné rendez-vous à un restaurant. Eh bien, au restaurant, on a passé vraiment près de 2 heures de temps à parler d'Haïti. Mais lui, il m'apprenait des choses extraordinaires sur ce pays. Et c'est là que j'ai appris des choses extraordinaires parce que lui, on dirait que c'était un ministre d'État en Haïti qui me parlait d'Haïti, les relations d'Haïti avec les États étrangers ou bien comment fonctionnaient les gouvernements en Haïti. Il m'a fait énormément de confidences. Mais je lui ai décliné mon identité, mais ce type, même à la fin, il n'avait pas voulu me décliner son identité, jusqu'à ce qu'il partît. Voilà. Il s'en est allé, il ne m'a pas décliné son identité. Alors je me suis dit, peut-être il était un agent d'un service secret étranger, il n'a pas trop voulu me parler de lui-même. Alors je me suis dit, je vais m'en arrêter là. Donc c'est lui qui a servi de personnage central de mon livre, ce type à qui je donne un nom bien particulier, Eustache Lindenberg. C'est ainsi, probablement, certains d'entre vous auraient bien la prétention ou bien l'intention de faire un petit débat avec moi à propos d'un roman d'essai. Probablement, peut-être pas ce soir. Lorsque vous aurez lu l'ouvrage, on aura l'occasion de se rencontrer et en parler plus globalement. Mais pour le moment, je vous souhaite à tous et à toutes bonne lecture. J'ai souvent dit, et beaucoup d'Haïtiens disent la même chose, que Haïti est un grand pays. Oui, à mon avis, Haïti est un grand pays. Il n'y a pas mieux de dire qu'Haïti est un grand pays parce qu'Haïti en a fait preuve d'un point de vue historique. C'est vrai, c'est un pays qui traîne aujourd'hui. Comment peut-on dire un pays est grand et être dans cet état aujourd'hui ? Je le dis parce que dire que Haïti n'est pas un grand pays, c'est réfuter l'histoire. Vous savez, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a eu 4 grandes révolutions dans le monde. 4 grandes révolutions dans le monde.
La première révolution, c'est la révolution anglaise de 1641 à 1649. C'est la première phase de la révolution anglaise. Une révolution très ensanglantée. Vraiment, il y a eu beaucoup de morts. Et cette révolution avait conduit même à la décapitation de Charles Ier en Angleterre. De Charles Ier, c'est-à-dire qu'on a pu instituer en Angleterre à cette époque, on a voulu instituer la République en Angleterre, mais ça n'a pas marché. Mais on a institué quand même une monarchie constitutionnelle et parlementaire en Angleterre par rapport à un système autocratique des Stuarts à l'époque en Angleterre. La deuxième phase de la Révolution anglaise, sous l'influence d'un philosophe anglais qui s'appelait John Locke, c'était en 1689. Donc là, c'était une révolution plus souple. On disait que c'était une révolution glorieuse, la révolution anglaise, sans effusion de sang. Et c'était une très très bonne révolution, calme. Et là, les Irlandais ont eu leur part en termes de liberté. La deuxième grande révolution, c'est la révolution de 1776, la révolution américaine, qui va transformer totalement le monde en termes de république. Et cette révolution anglaise va influencer d'autres pays, notamment en Europe. Voilà les États-Unis qui a influencé le monde, les États-Unis qui sont devenus la première puissance du monde depuis la seconde moitié du 19e siècle, les États-Unis. Voilà ce pays qui le reste encore. Pour combien de temps, je ne saurais vous le dire. En tout cas, ils sont encore la première puissance du monde. La troisième, c'est la révolution de 1789 en France. Il y avait un groupe de gens, notamment un certain Lafayette, qui participait à la révolution américaine ici aux États-Unis. Et cet homme qui participait à la révolution américaine aux États-Unis, après cette révolution, après avoir aidé les Américains à combattre les Anglais, il est retourné en France. Il a participé lui-même à la Révolution française de 1789, qui nous a légué vraiment la Déclaration universelle des citoyens, des droits de l'homme et des citoyens de 1789 en France. La France a influencé énormément le droit de la personne à travers le monde. C'est beaucoup. C'est un grand pays des droits de l'homme, même si pendant ce temps-là, la France maintenait encore des hommes dans les chaînes, mais la France avait fait une très grande déclaration à cette époque, pas vrai? La quatrième grande révolution, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est la révolution haïtienne. 2 ans après la révolution française, 1791. La révolution haïtienne a marqué le monde. C'est une révolution qui a décomplexé complètement les pays, un certain nombre de pays dans le monde, notamment que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie. Haïti a décomplexé un certain nombre de pays, notamment le Mexique. Le Mexique a pris son indépendance 6 ans après Haïti, soit en 1810. Vous avez, après le Mexique, le Brésil, complètement décomplexé, qui a pris son indépendance 18 ans après Haïti. Après le Brésil, la République dominicaine, 40 ans après Haïti, puisque ce pays a été occupé par Haïti pendant 22 ans, n'est-ce pas? Donc la République dominicaine a pris son indépendance 40 ans après Haïti. Vous avez après le Canada 63 ans après Haïti. Le Canada a pris son indépendance en 1867, 63 ans après Haïti. Qu'en est-il de la Jamaïque, un autre petit pays qui a pris son indépendance en 1962, soit 158 ans après Haïti? C'est extraordinaire. Haïti a influencé le cours des événements. Si on devait écrire aujourd'hui l'histoire de l'humanité en lettres d'or, on devrait aussi écrire celle d'Haïti en lettres d'or. Haïti a influencé le monde. C'est vrai que nous savons en même temps que Haïti, sa situation n'a jamais été facilitée par les grands pays, notamment par la France, parce que la France n'a jamais laissé une porte de sortie à Haïti. Subtilement, en matière diplomatique, la France a mené une coalition occidentale pour coincer Haïti, pour placer ce pays dans un contexte difficile. Et aussi aux États-Unis, qu'en est-il des États-Unis?
C'est vrai que les sudistes, les esclavagistes dans le sud des États-Unis n'étaient pas non plus trop contents du fait qu'un pays d'esclaves soit devenu indépendant. C'est vrai que les esclaves encore dans le sud, ayant su que Haïti a pris son indépendance, se sont révoltés. Les esclavagistes du sud des États-Unis, les États du sud particulièrement, ont contribué à miner les relations des États-Unis avec Haïti. Ils ont pesé lourd dans les relations entre Haïti et les États-Unis parce qu'ils n'ont pas voulu que les États-Unis laissent une porte de sortie à ce pays. Voilà. Haïti, chers amis, aussi mauvais, triste que cela puisse paraître, Haïti est un grand pays dans l'histoire. Cependant, il serait vraiment incompréhensible de parler des autres qui devraient porter la marque, le sort des Haïtiens sans tenir compte des Haïtiens eux-mêmes. Que font-ils? Vous savez, Haïti a des handicaps majeurs, énormément d'handicaps, le pays en soi. Depuis que ce pays existe, chers amis, depuis son indépendance en 1804, Haïti n'a jamais eu à sa tête aucun grand visionnaire, aucun grand visionnaire, aucun groupe d'hommes qui soit capable de lui penser un plan global. Après 2 siècles et 7 ans, aucun grand homme. Les esclaves, oui, ceux qui ont fait la révolution, oui. Les Dessalines, les Toussaint Louverture, c'était des grands hommes, oui. Mais qu'en est-il après 2 siècles? Vous savez, la France, Haïti copie énormément de choses sur la France, énormément. Mais que les mauvaises choses, bien sûr. Surtout les mauvaises choses. La France est un pays qui remonte vers le haut du Moyen-Âge. Ce pays existe très longtemps. On a établi la République en France en 1792, après la chute de la monarchie en septembre 1792. On a établi la monarchie en France. Depuis qu'on a établi la République en France, en 1792, on a institué la Première République. En France, à chaque fois qu'on change de constitution en France, on change de république. C'est pourquoi, aujourd'hui, on dit qu'on vit sur la 5e République en France. Parce que la France a changé de constitution 5 fois, depuis que ce pays existe, depuis 1792, depuis la chute de la monarchie. La France a passé 5 constitutions. Les États-Unis, jusqu'ici, connaissent qu'une seule constitution. D'ailleurs, c'est la plus vieille constitution du monde, la constitution américaine. Avec des amendements, certes, mais c'est la plus vieille constitution. Avec combien d'articles? 27 articles, et quelques amendements. La constitution haïtienne de nos jours, par exemple, compte 298 articles. Je ne sais pas pourquoi. C'est un record. La constitution française en contient 92. Encore, ça va. Mais ce qu'il y a, c'est que, ce qui est bizarre, c'est que de 1801 à nos jours, l'Haïti a connu 23 constitutions. Un record terrible. 23 constitutions et la toute dernière est mauvaise. Il va falloir la changer parce qu'elle n'est pas bonne. Il va falloir la changer. Mais on pense comme les autres. Français à maman pote le 9 mois dans votre lit, Américain à maman pote le 9 mois dans votre lit. Pour que ça le capable de faire bagaille bien, pas capable de faire le bien aussi. C'est triste, ce pays. Donc, avant le tremblement de terre, notez qu'en pile mon a questionné sur le devenir de ce pays, les Préval, Aristide, parce que ce soir on n'est pas là pour parler de Préval ou d'Aristide ou de l'actuel président de la République, Michel Martelly. Ce n'est pas seulement une question d'homme, c'est une question de système, parce que chacun qui vient, il rentre dans le moule. Hein. On est là-dedans, voilà, le moule est là, on vient, on s'assoit. C'est comme l'actuel président, hein. Il est dans le même schéma, dans le même système.
Il vient, il s'assoit. C'est parce qu'il est mauvais, il a l'air de bonne foi, ce type. Mais je ne vois pas encore où il va. D'accord. Alors que l'homme, le visionnaire dont on attend, l'homme qui puisse penser un plan global pour Haïti, on ne le voit pas encore arriver. C'est vrai que après le tremblement de terre, pendant le tremblement de terre, on a vu nos compatriotes de la communauté, comment nous avons tous été sensibilisés par ce problème. Vraiment des Haïtiens qui se sont rendus en Haïti rapidement. C'est des associations, des organisations qui sont créées à l'époque. C'était magnifique. Nous avons été tous sensibilisés par ce problème. Mais cependant, Haïti a des problèmes majeurs. Ce n'est pas seulement le fait que nous-mêmes, qui dans la communauté, pour le résoudre, ou bien le fait que me parler là seulement, que me résoudre ces genres de problèmes. Une raison, on a parlé dans la conclusion pour que ça nous réunit et à la suite de l'apparition de Haïti J'accuse, nous décider, la conférence ça, c'est un déclic que nous voulons déclencher, nous voulons provoquer un déclic dans la conscience de tous les Haïtiens vis-à-vis de ce pays. On a vu vraiment, au moment du tremblement de terre, une question, l'absence de l'armée, par exemple. Ça a été vraiment visible, parce que dans un pays aussi pourri qu'aient été les armes dont disposait cette armée dans la formation relative de 7000 hommes qu'on connaissait, mais je pense que cette armée de 7000 hommes aurait fait pas mal de choses, hein, parce qu'avec la formation supposée qu'elle avait, peut-être on aurait évité pas mal de choses. Il n'y a pas d'État, chers amis, sans armée. Vous n'êtes pas un État si vous n'avez pas une armée. C'est ce qui arrive à Haïti. Parce que les Haïtiens, ceux qui dirigent le pays, ne comprennent pas encore. Ne comprennent pas encore. Haïti est dirigé à l'instar d'une association ou d'une organisation non gouvernementale. C'est vrai qu'on a vu se développer ces derniers temps des phénomènes comme le phénomène de kidnapping, un phénomène qui vient de l'Amérique du Sud, parce que c'est une spécialité du Brésil, une spécialité du Venezuela. Voilà, avec l'arrivée des étrangers dans le pays, donc on a transmis ce phénomène aux Haïtiens. Maintenant, on a des Haïtiens kidnappeurs. Ce n'est pas dans la culture haïtienne. Ça vient avec les Nations Unies en Haïti. Ça vient avec les Nations Unies en Haïti. Et depuis que les troupes des Nations Unies existent en Haïti, à nos jours, qu'on me dise, est-ce que Haïti a grandi ou bien ou pas? Ou puis, est-ce que Haïti reste sur place ou bien Haïti, sa situation a diminué? Il faut se poser ce genre de questions parce que les médias nous font comprendre que les troupes de l'ONU, si ce n'était pas l'ONU, cela irait mieux pour Haïti, qu'on nous l'explique rationnellement. Aujourd'hui, Haïti est le seul pays faisant partie de ce qu'on appelle PMA, pays moins avancé. Le seul pays en Amérique. Les pays faisant partie du PMA, ce sont des pays dont chaque habitant gagne par an $600. Moins de $900. Moins de $900. Dès lors que non-pays où gagner 900 ou moins de $900 fait partie du PMA. C'est-à-dire qu'ils sont en danger pour le monde, ou sont pays qui ont lumière rouge sous, donc tout pays a veillé sur, représentant un danger. En Haïti, chaque habitant gagne $600, c'est le PIB en Haïti, $100 par an globalement. C'est-à-dire que 1% de la population haïtienne possède 50% de la richesse du pays. Voilà comment, parce que c'est vrai qu'au XVIIIe, au XIXe siècle, surtout au XIXe siècle, pour des raisons politiques, les Arabes ont fui leur pays, se sont rendus sur le territoire haïtien. Ce sont ces gens-là qu'on appelle notamment les bourgeois en Haïti. C'est un thème qui n'existe plus, un thème ringard qui n'existe plus, mais ce sont ces gens-là qu'on appelle en Haïti bourgeois. Parfois, ce sont des commerçants, ils ont de l'argent, donc leurs fils et filles s'expriment un petit peu bien dans la langue de Molière, on les considère comme les bourgeois du pays, et avec eux, on est encore là, parce que ce n'est pas leur pays.
Si je devais prendre un exemple de la République dominicaine, un pays qui est juste à côté d'Haïti, la République dominicaine a une population quasi comparable à celle d'Haïti. 10 millions d'habitants environ. 10 millions d'habitants environ. Cependant, il y a une différence fondamentale entre les deux pays. J'ai essayé d'établir une différence entre la République dominicaine et Haïti pour voir pourquoi Haïti est dans cet état, pourquoi les Dominicains avancent comme cela. Finalement, j'ai découvert quelque chose. Ce n'est pas une question magique. Les Dominicains sont aussi corrompus que les Haïtiens. Il ne faut pas croire que les Dominicains ne sont pas corrompus. Il y a beaucoup de mafias en République dominicaine, kidnapping aussi en République dominicaine. On n'en parle pas tellement, pour des raisons touristiques, pour des raisons politiques, parce qu'il faut que les touristes aillent en République dominicaine, mais on n'en parle pas. Qu'à se faire découvrir ça. Mais la République dominicaine est aussi corrompue qu'Haïti. Cependant, il y a une certaine conscience nationale chez les Dominicains. Il y a une certaine conscience nationale. Voilà, c'est un pays, il faut le gérer à l'instar d'un pays, pas à l'instar d'une ONG, une organisation non gouvernementale. La République dominicaine le PIB, produit intérieur brut de la République dominicaine, c'est-à-dire que ce qui s'appelle a produit globalement pendant toute l'année. Que ce soit un monde qui a occupé le petit grand monde, un monde par exemple, un petit commerçant, même un champ qui a nettoyé souliers, il compté l'argent tout le monde fait dans le pays. Ça produit en termes de force, services rendus à tel ou tel. Ils mettent tout le bagage ensemble, ils disent c'est ça produit dans le pays. Que ce soit en matière industrielle, vous savez, en économie, il y a trois grands secteurs. Le secteur agricole, le secteur primaire, qui réunit les mines et l'agriculture. Vous avez le secteur secondaire, qui est le secteur industriel. C'est lorsqu'on prend produit matière première, là on prend bois, on fait le tourner meuble, on fait le tourner chaise, là elle vient passer dans le domaine industriel ou artisanal. Là, c'est le secteur secondaire. Mais il y a le troisième secteur, c'est le secteur tertiaire, le secteur service. C'est ce secteur qui donne plus d'emplois dans le monde. Dans le monde, globalement, le service, c'est tout ce qui est professeur d'école, travail dans les hôpitaux ici et là. Secteur service, c'est là qu'on emploie plus de gens à l'échelle mondiale. 65 à 67% dans le monde, des gens dans le monde travaillent dans le secteur service. C'est pourquoi, lorsque l'économie est en crise aujourd'hui, le secteur service, ces gens se trouvent au chômage plus facilement dans le secteur service parce que c'est plus facile de dire aux gens on n'a plus besoin de vous, bon, vous partez. Parce que dans real estate, par exemple, les gens qui travaillaient dans ce secteur, c'est le secteur service, par exemple. Ces gens-là, beaucoup d'entre eux ont été vraiment frappés, sont très frappés par la crise économique. En République dominicaine, le secteur service représente 64%. Mais lorsqu'on parle de 64% du secteur de la République dominicaine, c'est surtout le tourisme. Parce que le tourisme se développe bien en République dominicaine. On ne parle pas trop de kidnapping, on ne parle pas trop de viol d'enfants, on ne parle pas trop de choléra, il y en a en République dominicaine. On ne parle pas d'un certain nombre de choses parce que les touristes s'y rendent. Le secteur agricole en République dominicaine représente 13,5%. Vous avez le secteur industriel. Je crois que le secteur industriel devrait représenter en République dominicaine environ 11 ou 12%. Je ne me souviens pas de ce chiffre. Mais en Haïti, alors en République dominicaine encore, le PIB, tout ce qu'on produit dans le pays représente 50 milliards de dollars par an, annuellement. C'est le chiffre de 2011 en République dominicaine. Ça représente 50 milliards de dollars globalement. En Haïti, le même chiffre, pour le même nombre d'habitants, à peu près, le pays global d'Haïti est de 6 milliards de dollars. Vous voyez la différence entre 50 milliards et 6 milliards de dollars. C'est vrai que dans le secteur service en Haïti, il y a 43% qui travaillent dans le secteur service. Agricole, il y a environ 41%. Dans le secteur agricole en Haïti, c'est ce qu'on dit, enfin. Dans le secteur industriel, vous avez 12, 13% ou 14% de gens qui travaillent dans le secteur industriel en Haïti. Ils n'ont pas de méthode magique, les Dominicains, parce qu'ils travaillent aussi pour être là.
Quelqu'un m'avait dit quelque chose, en fait, je ne l'ai pas écrit dans mon livre parce que je n'avais pas de source fiable. Il paraît qu'en République dominicaine, il y a une bolette, ils tirent bolette le soir. Haïtien a joué bolette. Quoi, là, on t'appelle ça, genre de bail, ça. Donc, lorsque vous tirez bolette le soir, en République dominicaine, il y a des agents dominicains qui traversaient la frontière. Quand la banque bolette haïtien qui raflait tout boulot. Et le soir, il y a la boule là. Mais agents qui ramassaient toutes devises qui voyaient en République dominicaine. Il y a une sorte de mafia derrière tout ça. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas un État. L'État haïtien est très fiable. Alors ça, moi je dis non par rapport à mon qui traverse les frontières. Je me fais déclaration. Ça, c'est parce que, alors moi, j'ai une source plus ou moins sûre, même pas osé écrire des choses comme ça dans mon livre. Et tout ça, ouais, dans un livre là qui est écrit en termes de chiffres ou réflexion, je suis capable de prouver tout parce que d'autant plus, moi, j'ai une biographie qui accompagne. Du fait de cet état en Haïti, on a vu grandir dans ce pays le phénomène des ONG. Chers amis, aujourd'hui, on a plus de 800 ONG en Haïti. Pourquoi faire? Pourquoi faire, mon Dieu, des ONG en Haïti? Les ONG, souvent, c'est des types qui vivent en Europe, par exemple. Alors, je vous parle des Européens. Le type, il vit en Allemagne, en France, en Angleterre. Il a son père qui est sénateur ou député quelconque. Eh bien, on fait le journée de grain comme ça, de 2 millions de dollars. Il va aider les Haïtiens. Il arrive là-bas, il dépense 50 000 dollars, voilà. Il dit là, tu vas créer une école à Jacmel, là, tu vas créer ça. Et puis lui, il mène une vie dorée en Haïti, le type. On crée des ONG. On a plus de 800 ONG en Haïti. Pourquoi faire? On ne développe pas un pays à partir des ONG. Ça n'existe pas. C'est petit État dans l'État. Pourquoi faire des ONG? On vient avec la notion de l'aide au développement. C'est vrai que c'est un terme des Nations Unies. On emploie ce terme ici et là. L'aide au développement, ça existe depuis longtemps. Le PNUD a fait une étude là-dessus parce que l'aide au développement, souvent, lorsque autant de l'aide au développement, c'est pour acheter des armes, un certain nombre de choses. L'aide au développement, par exemple, si il y a 10 dollars, ça pour faire 10 dollars. Si c'est des armes qu'on pourrait l'acheter avec, il y a des armes pour 10 dollars. Pas 10 dollars dans le pays. Donc, ce qui fait que l'aide au développement, depuis que ce terme existe, il n'existe pas de pays développé à partir de l'aide au développement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ça existe très longtemps. Le terme est aide au développement. Ça n'existait pas. Donc, le phénomène des ONG, c'est pourquoi, c'est pas que moi, en anti, m'a juste essayé de montrer nous, et à certaines personnes qui pas de fin saisir s'allier. Les ONG, dans les pays du tiers-monde, pour régler les affaires des pays d'où elles viennent. Parce qu'il y a des ONG, fils, de père et fils. Parce que moi, je suis capable de décider de me faire une ONG en Haïti. Moi, il est ONG, mais dans la tête, moi, j'ai l'autre gros ONG. Côté sous l'argent, j'en sorti, je ne sais pas. D'accord? Il est sorti quelque part. Mais est-ce que les Haïtiens se développent avec ça? Jamais il n'y a aucun pays développé à partir des ONG ou de l'aide au développement. Ce sont des... alors, il y a un type qui avait dit un truc un jour. Il avait dit, vous savez pourquoi les Américains ont inventé le chewing-gum, lorsqu'on mange gomme? Pourquoi les Américains ont inventé le chewing-gum? C'est pour faire patienter le tiers-monde. Alors, c'est pas seulement les Américains, c'est tous les grands pays qui utilisent ces moyens. Parce que le rapport entre États, c'est toujours un rapport de force, de domination. Dès lors que les Haïtiens se sont déclarés États indépendants, souverains, vous êtes dans un cadre de rapport de force. Vous devez être en mesure de vous défendre. Ce n'est pas que après les mondes tendent la main à tel ou tel. En matière de politique internationale, on ne fait jamais de cadeaux. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de cadeaux en matière de politique internationale. Chers amis, je voudrais pointer le doigt sur quelque chose de très intéressant. Parce qu'en Haïti, il y a des choses qui représentent des handicaps majeurs pour le pays, notamment ce qu'on appelle le système haïtien, le fonctionnement du pays d'un point de vue institutionnel. Vous avez dans le pays
un système, un régime politique semi-présidentiel, semi-parlementaire. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un régime parlementaire. Ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire en Haïti. Parce que le président de la République a trop de prérogatives pour que le régime soit parlementaire. Il n'est pas parlementaire, c'est un régime présidentiel semi-parlementaire. Ce qui fait que le système haïtien est calqué exactement sur le système français. Depuis la Constitution du 4 octobre 1958 en France, on a institué ce système. Un président de la République, un Premier ministre. La France a du mal avec ce système. C'est terrible. Parce qu'à cause de l'orgueil de grands pays, la France maintient ce système. Mais il est mauvais. Mais nous l'avons copié. On a un président de la République et un Premier ministre. Ce qui fait qu'au niveau de l'exécutif, vous avez deux têtes. Au niveau de l'exécutif. Il est fort probable, il y a la notion de la cohabitation. Alors les gens qui ont rédigé la Constitution haïtienne n'avaient pas prévu ce thème de cohabitation. Pourquoi? Parce que la Constitution haïtienne dit comme ça que lorsque le parti gagne plus majorité dans la chambre, c'est lui-même, parti ça, c'est dans lui-même Premier ministre de sortie. Il peut arriver que le président de la République n'ait pas la majorité parlementaire. Donc on va choisir un Premier ministre dans le parti majoritaire. Et la politique que va mener cet homme risque de ne pas être en accord avec la politique du président de la République, nouvellement élu. Vous voyez, ça crée énormément de problèmes. Vous vous souvenez tout récemment, le président Martelly a voulu nommer son gouvernement, tout ce qu'il a connu comme difficulté, va-et-vient avec les chambres, ceci, cela. Pour nommer le Premier ministre, on va rejeter ceci, on va rejeter. Il est mauvais. Haïti n'a pas besoin d'un tel régime. Haïti a besoin d'un régime présidentiel. C'est tout. Le président, il est élu président, il est élu, il forme son gouvernement. Fini. Pourquoi faire un Premier ministre? Le système haïtien rend le président de la République un petit peu, le place dans un contexte de monarque. Par exemple, si ça va mal, on va dire dans le pays, c'est parce que le Premier ministre, il est mauvais. Donc on veut la tête du Premier ministre, mais jamais la tête du président. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le président de la République, il est responsable devant le Congrès des États-Unis. Aujourd'hui, on fait du Premier ministre le responsable, non pas le président de la République. Le système haïtien, il est mauvais. Je pense qu'il faille le changer. Il est mauvais. On a besoin d'un régime présidentiel en Haïti, non pas un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Et ensuite, pourquoi faire deux chambres en Haïti? Une chambre, la Chambre des députés, le Sénat. Bon. Posez cette question à n'importe quel parlementaire en Haïti, il va vous dire, mais c'est bon pour la démocratie. Il ne va pas pouvoir vous l'expliquer. Aucun parlementaire haïtien, aucun, les plus intelligents d'entre eux. On est là, on est sénateur, on est député, on est très content. Voilà. Vous savez, les pays qui ont les deux chambres, ils ont des raisons purement historiques. Notamment l'Angleterre, la France, même les États-Unis, les pays qui ont deux chambres, ils ont des raisons purement historiques. C'est parce que tu as un tyrannie, tu as un mouvement. Une sorte de râler menavini entre l'aristocratie et des mouvements démocratiques, c'est-à-dire le grand peuple, par rapport à l'aristocratie de l'époque. Lorsqu'on créait ces institutions, on s'est dit, voilà, on va créer deux forces, deux chambres, la chambre haute, la chambre basse. C'est-à-dire que la chambre des députés qui représente le grand peuple, la chambre haute qui va représenter la haute classe de la société européenne. C'était uniquement pour cela. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'histoire d'Haïti. Quelle aristocratie avait-on en Haïti? Moi, je pense qu'il serait mieux en Haïti qu'on ait une seule chambre. L'Assemblée nationale, c'est tout. J'ai essayé d'établir une différence. J'ai pris la Constitution haïtienne en tant que juriste. J'ai lu la Constitution, j'ai lu les articles portant sur les prérogatives du Sénat haïtien et l'Assemblée nationale. Je ne vois aucune différence fondamentale entre les deux. Parce que la France a deux chambres, les États-Unis ont deux chambres, il faut avoir deux chambres aussi. Même si nous ne savons pas pourquoi. Voilà. Parce que jusqu'ici, parce qu'en matière de création, en matière de production de lois, les parlementaires haïtiens ne produisent pas
D'ailleurs, ils recopient même nos codes de loi. Ce sont quasiment des copies conformes des codes de loi français. Vous voyez? Ils ne produisent rien du tout. Donc, il est temps maintenant de rompre le silence, comme a dit Jerry tout à l'heure. Je crois que je vais m'arrêter là sur Haïti maintenant. Comme le thème de ce soir, c'est Haïti, sa diaspora et demain. Qu'en est-il de la diaspora? Notre chère diaspora. Notre belle diaspora. Chers amis, c'est un autre problème, ce qu'on appelle diaspora, parce que c'est vrai qu'on dit la diaspora, là, article défini. La diaspora, à chaque fois, on voit X, on voit Y, on dit que, ah, c'est un diaspora. Ben, on est content, on est diaspora. Voilà. Tout bonnement, on est là, on est diaspora. Pourquoi on est diaspora? Ben, j'en sais rien. Mais personne ne se pose la question de savoir, mais s'il y a vraiment une diaspora. Alors, le thème diaspora en soi, c'est un terme botanique à la base, hein, qui signifie dispersion, même si ce terme avait été attribué aux Juifs en premier lieu, plus aux autres peuples. Aujourd'hui, vous avez des diasporas, la diaspora chinoise, italienne, tout le monde, la diaspora haïtienne. On parle de la diaspora parce que les conditions, dès lors qu'on garde un contact avec la terre natale, on garde la culture, il y a un certain nombre d'éléments d'explication de la diaspora. Il n'y a pas vraiment une définition propre ou conventionnelle de la diaspora qu'on pourrait adopter. Moi, je peux donner une définition si je veux bien, hein. Mais bon, peut-être elle risque de ne pas être adoptée par tout le monde. Mais la diaspora en soi, je me demande, lorsqu'on parle de la diaspora, c'est quoi? Elle représente quoi, cette diaspora? Il n'y a pas d'entité représentative de cette diaspora. Vous savez, lorsque je vivais en Europe, notamment en France, et presque dans les grands quartiers de Paris, on passe ici et là, on voit la maison du Japon, la maison de Chine, la maison d'Israël, la maison de tel ou tel pays. Parce que c'est lorsqu'on se forme, lorsqu'on est une diaspora, on a une maison, on est représenté par quelque chose. Là, on est tous là dans la diaspora. Et puis on nous appelle diaspora. Est-ce qu'il ne serait pas bon un jour qu'on commence par penser à créer une instance représentative de la diaspora, une référence, même commencer à partir de l'État de Massachusetts, pourquoi pas? Créer une instance représentative de cette diaspora. Au moins, si le gouverneur de l'État de Massachusetts veut s'adresser à la communauté haïtienne, pourrait s'adresser à cette instance-là, au nom de tous les Haïtiens. Vous savez, lorsqu'on se forme, lorsqu'on est ensemble, on a un poids politique très lourd. On a un poids politique très lourd. Aux États-Unis, c'est un pays qui nous offre des possibilités énormes. C'est un pays qui offre des possibilités énormes, notamment à nos enfants. Notamment à nos enfants. Aujourd'hui, si un Dominicain, par exemple, un enfant qui est né en République dominicaine, rencontre un Haïtien né en France, un autre né aux États-Unis, ils se rencontrent. Ce sont trois étrangers totalement. Seul symbole qu'ils étaient capables de gagner entre eux-mêmes, c'est le créole, pas vrai? Uniquement seul symbole. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup d'entre eux qui ne parlent pas parler créole. C'est le seul symbole nous gagnons. Si trois de nos enfants rencontrés quelque part, ils sont capables d'exprimer, ils sont capables de faire connaître. Ah, mais c'est haïtien, on sait haïtien, tout nous fait connaître, c'est haïtien. C'est vrai qu'en étant aux États-Unis, c'est un pays, c'est une grande nation. Une grande nation, dès lors que vous venez dans ce pays, vous faites partie de cette nation, vous vous sentez américain. Ce n'est pas comme en Europe. En Europe, c'est un petit peu différent. Par exemple, en France, vous avez la nationalité française. En tant que noir, vous êtes français aussi. Mais vous n'êtes pas considéré comme tel vraiment. Donc, avec votre carte d'identité, on est capable de vous dire, allez chez vous, retournez chez vous. Voyez? Mais aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est pourquoi la démocratie américaine est beaucoup plus authentique, à mon avis, selon mes observations, que la démocratie de la vieille Europe, de ce que George Bush père avait appelé la vieille Europe. Aujourd'hui,
Il y a une bagaille me penser que Haïti pas adapté. Par exemple, en France, il y a près de 1 400 000 Français qui vivent à l'étranger. Nous-mêmes, les Haïtiens, sous terre actuellement, selon les dernières statistiques qui dataient d'octobre dernier, on est 7 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui. Il y a 10% des habitants de la Terre qui ne vivent pas dans leur pays d'origine. 10%, ça donne quoi? Ça représente 700 millions de personnes qui ne vivent pas dans leur pays d'origine. Parmi lesquels, il y a 3 millions ou 4 millions d'Haïtiens qui ne vivent pas chez eux. La population de ce qu'on appelle la diaspora haïtienne représente presque le tiers de la population globale d'Haïti. La population haïtienne qui vit à l'étranger. Sans compter nos enfants, parce que lorsque mon enfant il est né aux États-Unis, ce n'est pas un Haïtien qui est né aux États-Unis, c'est un Américain, n'est-ce pas? C'est pas comme ça? C'est un Américain. Il est Américain automatiquement. On ne va pas dire que c'est un immigré haïtien. Moi, je le suis, mais lui, il ne l'est pas. D'accord? Il peut être même président des États-Unis. Ce qui fait que les Haïtiens, les communautés haïtiennes, ils sont éparpillées un petit peu partout. En République dominicaine, il y a plus de 2 millions d'Haïtiens qui vivent dans la République dominicaine. Aux États-Unis, 1,5 million environ, je ne sais pas, parce que les chiffres sont approximatifs, hein, ce n'est pas des chiffres exacts. Si c'est 1,5 million ou 2 millions aux États-Unis. En Europe, il y en a pas mal aussi au Canada. Il y a environ près de 200 000 Haïtiens. En France, il faut compter environ entre 80 et 80 000 Haïtiens qui vivent en France. Donc, on pourrait dire que la diaspora compte environ entre 3 millions et 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur. Mais on est à l'extérieur, chers amis, je vais vous le dire franchement. Qu'est-ce qu'on représente globalement? Pourquoi on n'a pas une instance représentative de cette diaspora? Vous savez, la meilleure façon de faire pression, même sur le gouvernement américain, de modifier la politique américaine d'Haïti est de se regrouper ensemble, pas avoir la même idéologie politique, pas du tout, pas cela du tout, mais avoir une instance représentative, au moins aux États-Unis, ce qui n'est pas fait. Ce qui veut dire que il y a besoin pour qu'il y ait l'émergence d'une vraie diaspora dans nos communautés, parce que nos enfants n'ont pas d'exemple. Mais cependant, il y a des petits problèmes à corriger chez nous, parce que les Haïtiens, généralement, nous sommes individualistes. Les Haïtiens sont très élitistes et individualistes. On ne collabore pas avec les autres. Ce qui fait que nos enfants ne restent plus dans nos communautés. Après high school, après le collège, ils s'enfuient. Même nos communautés religieuses en souffrent. Ils ne restent pas dans nos églises parce qu'on ne répond pas à leurs attentes. Parce que nous ne représentons pas des exemples pour eux. Que doit-on faire aujourd'hui? Je sais, certainement, je ne vais pas venir ici pour toute bagarre comme ça, je vais venir ici aux États-Unis pour gagner un bavine pour toute histoire. Ça. Mais après un certain nombre d'années, on a posé cette question, il faut commencer à poser quelques jalons en vue de donner une orientation à nos enfants qui vivent dans ce pays. Ils ont grandi, ils ont marié. Quelquefois, ils vont dans d'autres communautés, ils sont repoussés par les autres communautés. Parce qu'à un moment donné, même ils parlent aussi bien, comme l'Américain, il y a un moment qui est arrivé, il a identifié à Haïti quand même. Et là, il a mis en place. Il y a un pile calé, il y a un retourné, il y a un pile témoignage, vous m'entendez, de nos jeunes qui prennent des déceptions ailleurs, qui retournent dans la communauté haïtienne. Mais lorsque ils retournent dans la communauté haïtienne, qui ça nous offre? Rien. Il y a une chose qui est plus triste, c'est que lorsqu'un Haïtien, il joue l'école, une bonne école pour petit, il ne peut pas voir l'autre monde comme ça. Quand ça m'oblige de dire la soya, il y a un pile, il y a une bonne école pour petit, pour aller. Il n'y a pas l'autre monde comme ça. C'est pour petit, ou pas aller tout. C'est au profit de qui? Au profit de quoi? Au profit de notre communauté? Et une chose que nous avons besoin,
C'est vrai que je connais que nous, les Haïtiens, n'ont pas gagné une logique de, n'ont pas gagné une culture commerciale, commerçante, culture d'entreprise. Les Haïtiens sont tellement individualistes. C'est vrai que la plupart de nos compatriotes qui réussissent merveilleusement bien, et tant mieux pour eux, la plupart d'entre eux qui réussissent aux États-Unis, c'est individuellement. Il n'y a pas tellement d'entreprises collectives chez les Haïtiens. On va prendre deux professions, par exemple. On nous prend pour nurse. Nous connaissons que nous champions dans ça, nous grands piles. Dames qui sont compétents, monsieur, très compétents dans le domaine ça. Et grâce à Dieu, nous comptons pour eux. Mais cependant, est-ce que il n'est pas bon pour nous avoir une super agence? Quelquefois, il y a prendre des lois, il y a prendre des dispositions réglementaires vis-à-vis de la profession. Nous avons besoin des Haïtiens donnent qui peuvent influencer pour prendre des dispositions pour que les Haïtiens soient capables de bien lotir, pas vrai? Mais quelquefois, nous sommes tellement individualistes, nous ne pas regroupés en rien du tout. Ce sont les autres, ils créent des agences, voilà, les Haïtiens vont travailler pour eux. Nous regardons aussi, par exemple, on nous dit au niveau taxi, par exemple, combien de nos compatriotes à New York qui font taxi, à Miami qui font taxi, à Boston qui font taxi. Combien de grosses compagnies de taxi haïtiens existent-ils? Avec 200, 300 taxis. On pourrait le faire. Mais les Haïtiens sont tellement individualistes. 300 Haïtiens, 300 taxis, m'apprête pour compte. C'est comme cela. Alors son comportement a besoin de changer. Parce que nos enfants, nous avons besoin d'envoyer un message fort à nos enfants qui grandissent ici. Et il y a une chose que nous avons besoin aussi parce que nous ne sommes pas capables de rester dans le contexte. Nous avons reculé par rapport même à la politique aux États-Unis. Nous avons besoin aussi des hommes et des femmes politiques. Nos enfants, ils vont à l'école, c'est pour devenir de bons citoyens. Ils ont besoin d'influencer l'ordre des événements aux États-Unis. Et si on veut que les choses, la politique américaine d'Haïti soit différente, il faut que nos enfants s'impliquent dans la vie politique de ce pays. Il faut orienter nos enfants vers des professions de ce genre. On a besoin des sénateurs aussi, des députés aussi. Bon, nous-mêmes qui venons, c'est vrai que on a un grand pile dans nous-mêmes qui fait effort, très intelligent, les matin de nous, anglais nous très vraiment marché ferme, très intelligent qui fait de grandes études, on prend un pile dans nous-mêmes. Ça, chapeau, je suis bien content. Mais quelquefois, nous sommes tellement arrivés en retard dans le pays. Nous n'avons pas temps saisi toutes les données pour nous avoir telle prétention. Moi, je dis bravo à ça qui est arrivé à faire. Et il y a une prétention qui fait lui, on dit bravo. Mais nous pas bien placés, non, dans l'âge que nous arrivons ici pour nous faire ça. Préparons nos enfants à cela. Si on veut modifier l'ordre des événements, l'ordre des choses aux États-Unis, pour nous, ainsi bien pour Haïti. Parce que si les États du sud des États-Unis, lorsque Haïti vient indépendant, il y aurait aucun problème avec esclaves qui dans le studio. Ils ont passé des messages forts au gouvernement américain, qui fait que le gouvernement américain est très rigide, ou nous avons 1914, nous avons 1915, ils ont dans la carrière pendant 19 ans, avec tout ce que cela comporte comme assassinat, mauvais traitement, nous connaissons. C'est parce que les États du Sud étaient pesés lourds sur la politique américaine. Et nous pouvons aussi peser lourd, nos enfants, même pas nous. Nos enfants peuvent peser lourd. Et si nous ne pas faire attention, vous savez que capable de gagner. Dans les 25 à 30 prochaines années, si certains efforts étaient faits vraiment dans ce sens-là, je pense que l'élite noire américaine deviendrait haïtienne. Parce que la plupart d'entre nous, la plupart de nos enfants fréquentent des collèges. Dès lors qu'on fréquente le collège, on est censé faire partie de la classe moyenne du pays. Et lorsqu'on fait partie de la classe moyenne d'un pays, où c'est potomi dans le pays. Donc, pays, pas qu'à fond pas, il faut le compter sur. Donc, de ce fait, nous avons besoin d'orienter nos enfants vers ces domaines-là. Et en plus, j'ai besoin des exemples. Si vous n'avez pas des exemples des parents qui ont poussé dans ce sens-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ouvrier mieux. Je n'ai pas de possibilité pour me X, pour me Y. De toute façon, je rentrer aux États-Unis. J'aimerais ici, j'ai un papier dans même aux États-Unis. Il faut me travailler ici et là, il faut me faire un petit job ici et là. Je ne peux pas demander grand-chose. Mais cependant, préparons nos enfants à cet effet. Et si nous faisons, nous avons
grosse communauté et nous sommes capables d'avoir un impact direct sur Haïti. Et une chose pour me finir, m'a dit que attends-moi à ce que lorsque le président est au pouvoir, parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a un certain George Marshall. George Marshall était le secrétaire d'État américain qui avait conçu un plan lorsqu'il avait fait part de son plan au président Harry Truman par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, parce que l'Europe était dans une condition déplorable. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens ne pouvaient pas manger à leur faim. Vraiment, c'était terrible. Après le traité de Yalta, tout cela, le monde s'est coupé en deux. Donc, en 1947, George Marshall a proposé au président Harry Truman de mettre sur pied un plan pour permettre aux pays européens de se redresser. De se redresser. Premièrement, il y avait 3 raisons. Premièrement, raison humanitaire. Il était là aussi. Mais les Américains avaient besoin d'un espace, un pays dans lequel où ils pouvaient vendre leurs produits. L'Europe. Si l'Europe est pauvre, les États-Unis est automatiquement aussi pauvre. Parce que ce sont des gens qui sont solvables. Ils ont la même capacité de production que les Américains. Donc les Américains voulaient bien que l'Europe, notamment l'Europe occidentale, se trouve à leur côté. Il y avait cette deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il y avait 2 possibilités après la Seconde Guerre mondiale. Ou bien les États-Unis inventent ce plan pour venir aux besoins des Européens, ou bien l'Europe devient nazie, ou bien communiste. C'était 3 choses. Ou bien l'Europe devient nazie, ou bien une communiste, ou bien les Américains rentrent en Europe. C'est ce qui a été fait. Je m'attendais à ce que le président actuel invente un nouveau plan Marshall pour Haïti. Que faire? Après le tremblement de terre, choléra, tout cela, on nous parle de la constitution, de la reconstruction d'Haïti. En 2010, en mars 2010, on a voté 10 milliards de dollars, on a fait un tas de bruit aux Nations Unies. On va donner 10 milliards de dollars à Haïti, donc fait que tout le monde content. On va reconstruire ce pays. Les beaux discours, chers amis, on ne donne pas en politique internationale. Personne ne donne rien pour rien, y compris les États-Unis. Lorsque les États-Unis vous donnent 1 centime, soyez sûrs, ils vont en prendre 10. C'est tout à fait normal. Pour moi, c'est normal. C'est une logique de marché, c'est un rapport de force. Vous êtes un État souverain, prenez-vous en charge. Donc, chers amis, je suis obligé de m'en arrêter là. Donc, probablement, dans quelques instants, il va y avoir des questions. C'est tout ce que je voulais vous dire sur Haïti, votre position par rapport à ce pays, ainsi bien notre communauté et nos enfants sur lesquels nous devons essayer d'avoir un impact considérable pour que nous ayons nous-mêmes, qui sommes ici aux États-Unis, un impact sur Haïti. Parce que je sais qu'à cet âge, là, nous sommes environ 40 ans, 45, 50, 60 ans ici. Je ne pense qu'aucun d'entre nous aurait l'intention de retourner vivre dans ce pays. Aujourd'hui, nous vivons dans nos petits conforts ici. Pourquoi retourner là-bas, nous faire kidnapper par un bandit quelconque? Je ne pense pas. Non, c'est pas faire, c'est pas la peine de faire comme ça. Mais par contre, on peut pousser nos enfants à avoir un impact, peser lourd sur notamment la politique américaine d'Haïti, pour que les États-Unis puissent avoir une orientation. Parce que la politique, même si vous ne l'invitez pas dans tout, elle rentre partout. Merci à vous.